la une de l'actualité, l'ONU demande une enquête judiciaire impartiale sur les cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire attribués aux forces de défense et de sécurité à Kin, dans le nord du Burkina. Une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies a eu une séance de travail avec le président du Faso et des membres du gouvernement hier à Ouagadougou. La Ligue islamique pour la paix au Faso chez le chef suprême des Koglo-Wego dans un contexte de crise sécuritaire et de division au Burkina Faso. La LIPF est allée parler paix et sécurité avec les groupes d'autodéfense à Kombisiri. Une nouvelle défection au sein du parti au pouvoir. 122 militants du MPP auraient déposé leurs valises à l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui les a accueillis à bras ouverts le week-end dernier. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour commencer, et cette nouvelle vague de démission au sein du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir, aurait perdu 122 militants dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, des dissidents accueillis le week-end dernier en fanfare par l'Union pour le progrès et le changement. Abdourazak Traoré. Nouveau rugissement du lion dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou ce samedi 23 mars. L'Union pour le progrès et le changement accueille de nouveaux militants. Il s'estime au nombre de 122 membres issus du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. Oui, nous on a pensé que l'UPC est mieux par rapport à MPP parce que, bon, pourquoi? C'est la fonction des travaux que nous on a regardé. On a vu le travail fonctionne bien au côté UPC. Et on a vu que UPC, ils sont très compréhensibles et ils font le travail comme nous on veut. Donc on a pris la décision de les suivre. Comment prouvez que vous êtes véritablement issu des rangs du parti au pouvoir? À cette question, ce nouveau militant du parti de Zéphirin Diabré préfère qu'on s'en tienne à ses propos. Mais j'ai des preuves qui peuvent vous motiver à savoir que j'ai milité au MPP, puisque j'ai été formateur politique et civique au sein de la jeunesse du secteur 32. Et au niveau du secteur 32, on me connaît. Donc j'ai été le formateur politique et civique des jeunesses du 32 MPP. Avant de partir à l'UPC, j'ai déposé ma lettre de démission aux responsables du MPP de ce secteur. Et eux, ils ont transmis le message aux responsables des arrondissements. Et j'ai été convoqué même pour des questions, pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Si le porte-parole n'est pas en mesure d'apporter sa carte d'adhésion au MPP, certains de ses camarades, eux, l'ont fait. Une partie des militants ont remis leur carte symboliquement au premier responsable de l'UPC au profit de la carte de leur nouveau parti. Ils ont fait l'expérience du MPP. Les gens sont déçus aujourd'hui du MPP et décident de revenir à l'UPC. Nous pensons que c'est une très bonne chose et nous encourageons cela. Nous aurions souhaité, parce que nous avons beaucoup de localités où on nous interpelle pour venir organiser des cérémonies de ce genre. Mais comprenez que ce n'est pas facile. Et partout où nous pouvons aller, nous allons pour accueillir de nouveaux militants. D'abord donc les féliciter. Pour Adama Soso, c'est la preuve de l'échec patent du MPP et c'est la voie au Koukao qui est annoncée pour 2020. Une enquête judiciaire impartiale pour dire ce qu'il s'est réellement passé le 4 février dernier à Kin, dans le nord du Burkina. C'est tout le souhait de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU présente hier à Ouagadougou. Il faut préciser que la mission était là pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans le pays. Roméo Kueta. C'est la deuxième visite en 5 ans du Conseil de sécurité de l'ONU au Burkina Faso. Celle-ci intervient dans un contexte particulier. Les 2 séances de travail que la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ont d'abord eu avec les ministres, puis avec le président du Faso, leur ont permis de se faire leur propre idée de la situation sécuritaire du pays. Pour l'opérationnalisation du G5 Sahel, le Conseil a donné son accord pour une coopération entre la force du G5 Sahel et la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. L'appui concerne le volet transport, la fourniture de carburant et de rations alimentaires.
C'est comme un arrangement triangulaire, force conjointe G5 Sahel, Union européenne et Nations Unies, donc, pour pouvoir donc, appuyer la force conjointe sur le terrain. C'est cela, il ne s'agit pas de forces de la MINUSMA qui vont aller combattre aux côtés du G5 Sahel. Non. Face à la situation sécuritaire fragile, avec la fermeture de nombreux centres de santé et d'écoles et environ 140 000 déplacés internes, la délégation du Conseil de sécurité exhorte le gouvernement burkinabé à la mise en place de réformes, surtout à préparer des élections démocratiques. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, qui fait cas dans son rapport de plusieurs exactions sommaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la délégation du Conseil de sécurité exige une enquête impartiale pour faire la lumière sur cette affaire. Et il faut que les coupables soient punis. Il faut un message fort aux victimes, il faut un message aux coupables, mais c'est aussi un message à la communauté internationale. La lutte contre le terrorisme doit être menée en respectant les droits de l'homme. Cette visite des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso se tient sur l'initiative de la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. La session spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Sahel aura lieu le 28 mars prochain à New York. Dans ce contexte d'insécurité grandissante au Burkina Faso, la Ligue islamique pour la paix au Faso, comme son nom l'indique, fait le tour des leaders coutumiers et religieux pour semer les graines de la paix et de la cohésion sociale. La LIPF qui a étendu sa démarche à d'autres acteurs, dont les Korloego. La visite hier au chef suprême des groupes d'autodéfense s'inscrivait dans ce sens. Arsène Konditamde. La Ligue islamique pour la paix au Faso à la rencontre du chef suprême du groupe d'autodéfense Koglouéougou. C'est depuis Rassam Kandé, son village situé à 12 km de Kombisiri, que le Naba Soré dirige demain de mettre le groupe d'autodéfense, aujourd'hui disséminé dans 10 des 13 régions du pays. C'est à l'ombre du Baobab de l'Hôte que les membres de la délégation sont reçus pour parler de paix et de sécurité. Deux valeurs chères au Burkina Faso que la Ligue appelle à préserver de tous ses vœux. Nous avons estimé qu'il était quand même de notre droit, en tout cas un devoir pour nous, compte tenu qu'on a déjà fait le tour de toutes les grandes institutions, en tout cas de passer, en tout cas et rencontrer le président national des autodéfense Korloéougou pour des échanges puis se faire connaître. Et puis essayer de voir dans quelles conditions on peut tisser des liens, en tout cas pour souvent se donner des conseils, en tout cas pour l'intérêt des populations de Burkina Faso. Bon, comme vous savez, la Ligue islamique, c'est une association qui prône la paix. Tout ce que la Ligue islamique peut faire, en tout cas pour amener la quiétude, la paix, elle n'hésitera pas de le faire. Le Naba Soré de Rassam Kandé, premier responsable des Korloéougou au plan national, se dit heureux de la visite de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Il le dit à nouveau, l'objectif du groupe d'autodéfense qu'il dirige est compatible avec les idées prônées par les visiteurs du jour. Nous sommes très heureux que la Ligue islamique pour la paix au Faso vienne s'entretenir avec nous. Je pense que tous les Korloéougou qui sont présents sous cet arbre le sont aussi. Nous devons tous nous associer à la Ligue islamique pour préserver la paix et la sécurité dans notre pays. La paix doit être présente partout dans ce pays et remercions la délégation d'être venue à notre rencontre. Cette visite chez le Naba Soré s'inscrit dans la même dynamique que celle effectuée chez des autorités comme le Mogo Naba Baongo, le cardinal Philippe Ouedraogo et le chef de file de l'opposition. Dans les jours à venir, la Ligue prévoit effectuer un déplacement à Bobo Dioulasso pour y rencontrer la confrérie d'Ozo. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 et le parquet militaire qui n'en démord pas. Des éléments supplémentaires à charge ont été présentés ce lundi. Il s'agit d'un listing de communication fourni par des opérateurs de téléphonie mobile et qui pourrait mettre à mal la défense de certains accusés. Luc Pagbelgem.
Le parquet militaire a apporté des éléments supplémentaires par rapport à l'expertise de Sanfo. Il s'est agi d'un listing des intercommunications et des interactions entre des co-accusés comme Ouedraogo Adama Di Damis, le général Gilbert Djendjere, le bâtonnier Mamadou Traoré et Limon Kajak. Des intercommunications qui ont été recueillies auprès des opérateurs de téléphonie mobile et qui vont dans le sens du rapport de l'expert Sanfo. De ces rapports-là et de ce listing-là, il ressort qu'il y a des preuves irréfutables que ces co-accusés-là ont eu à interagir au moment des faits. Par exemple, en ce qui concerne l'accusé Ouedraogo Adama Di Damis, ce dernier aurait échangé avec le général Gilbert Djendjere tout l'après-midi du 16 septembre jusqu'au petit matin. Or, quand il était devant la barre, il avait réfuté ces faits. Pour la partie civile, ce sont des preuves irréfutables qui ont été produites par le parquet et qui confondent la défense. Et cette même partie civile fait remarquer que la défense a baissé d'ardeur depuis qu'il a été mis en évidence ces preuves que tout le monde a pu suivre aujourd'hui à la barre. Pour la défense, il n'est pas question d'abonder dans ce sens parce que les pièces produites par le parquet n'ont aucune base légale. À l'issue de cela, le président du tribunal a ordonné que le parquet poursuive avec l'écoute des éléments sonores. Les premières communications qui ont été lues ici concernent des communications entre le témoin Bila Bénédicte avec le colonel-major Bourema Kéré, maître Herman Yamego. Ce dernier reconnaît certaines communications, mais il précise qu'il y a des communications qui datent depuis juillet 2015, donc bien avant les faits. D'autres communications concernaient le général Gilbert Djendjere. Et à l'issue de ces communications, la partie civile se convainc que ce coup d'État avait bel et bien un géniteur, contrairement à ce que la défense voulait bien faire comprendre. Il y a aussi des connexions avec des puissances extérieures qui ont été soulevées également ici, parce que dans ces communications, le général Gilbert Djendjere aurait eu des échanges avec Djeri Maïga. Il était président du MNLA au moment des faits et il était question de faire intervenir des gens qui étaient prêts à partir de la frontière. Les auditions des éléments sonores continuent ici au tribunal militaire et les deux parties jusque-là se défendent comme elles peuvent, mais ce qui concerne le général Gilbert Djendjere, il reste sur sa position. Il n'a pas de commentaire à faire par rapport à ces éléments qu'on lui confond. 3 jours pour acquérir des connaissances supplémentaires sur la gouvernance économique axée sur la dette publique. Un séminaire de formation initié par l'Association pour la taxation des transactions financières pour une action citoyenne. Il a débuté ce lundi à Ouagadougou. Abdourazak Traoré. En fin 2018, la dette publique du Burkina Faso était estimée à près de 3 271 milliards de francs CFA, soit plus de l'ensemble du budget annuel 2019. De ce montant, 40% sont occupés par la dette intérieure et 60% sont dus aux appuis extérieurs. Mais la particularité de cette dette extérieure réside dans le fait qu'elle galope d'année en année. Et cette situation est préjudiciable à l'épanouissement des populations. Des impacts négatifs très importants. En ce sens, d'abord que, vous voyez, comparer donc le paiement de la dette par rapport au paiement pour aux dépenses d'investissement du pays, moins de 14% du budget est alloué aux investissements, les investissements publics purs. Alors que près de 50%, 50,7 environ du budget de l'État est alloué et à la masse salariale et au remboursement de la dette. Ce qui est un manque à gagner pour les peuples. En ce sens que s'il n'y avait pas donc ce souci de rembourser les dettes, ça serait certainement alloué à d'autres fins pour améliorer le bien-être de la population. Et il en est de même pour les pays de l'espace UEMOA, où les spécialistes estiment que la dette absorbe environ 50% des recettes budgétaires des États. Et ce qui pique au vif à l'attaque, l'Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, c'est le fait que les appuis budgétaires externes ne sont en réalité qu'une farce.
lorsqu'on nous donne $1, il y a des dollars qui retournent. Et donc le taux de retour de l'aide du nord au sud est actuellement 80%. Donc on nous donne à la main droite pour récupérer à la main gauche d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, nous pouvons vraiment se passer de l'aide publique au développement. Nous pouvons aussi se passer de la dette. C'est tout le sens du combat de l'attaque en collaboration avec le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, cette dette, elle est illégitime lorsqu'elle a été contractée, mais n'a pas servi l'intérêt général. Et donc, celle qui a fait l'objet de corruption ou de détournement. Donc, on ne peut pas rembourser cette dette-là. Donc, au-delà de la dette illégitime, il y a également la dette illégale. Et une dette illégale est une dette qui a été contractée sans respecter les lois et les constitutions du pays concerné. Et sans respecter également l'accord de prêt qui a été convenu entre nos gouvernements et les créanciers. Ce sont ces thématiques qui seront au cœur de cette formation du 25 au 28 mars prochain à Ouagadougou. Venus des 13 régions du pays, mais aussi de l'extérieur, les participants issus des mouvements associatifs vont clore cette rencontre avec une interpellation au Parlement. Il est prévu qu'ils se rendent à l'Assemblée nationale. Le Burkina Faso, peu professionnel en matière de prévision budgétaire. C'est l'économiste du Faso qui le dit dans sa parution de la semaine. Le sujet fait l'objet de la chronique économie de ce lundi. Les lois de finances rectificatives sont devenues une coutume dans les prévisions budgétaires au Burkina Faso. On ajuste et on réajuste toujours après l'adoption de chaque loi de finances. Conséquence des ponctions dans les lignes budgétaires destinées à l'investissement. La pratique est devenue telle que l'on s'interroge désormais sur les méthodes de planification budgétaire dans le pays. Rémi Lambert-Nébier. Durant cette dernière décennie, le Burkina Faso a adopté en moyenne 2 lois de finances rectificatives par an. La pratique est récurrente dans les pays en voie de développement qui ne disposent pas d'épargne financière conséquente pour faire face aux imprévus budgétaires. Mais cela ne saurait être une bonne méthode de planification. Pour le cas précis du Burkina Faso, les lois de finances rectificatives sont toujours sous-tendues par une baisse des recettes et une augmentation des dépenses. Les révisions budgétaires enregistrées ces 3 dernières années illustrent au mieux cet état de fait. C'est quelque chose de légal, c'est quelque chose de réglementaire qui est autorisé par la loi. Mais on se rend compte qu'au niveau du Burkina, on en abuse, si on peut parler ainsi, parce que 2016, on a eu 2 lois de finances rectificatives. Et là, on peut comprendre que parce que le gouvernement est arrivé, il a trouvé une loi de finances initiale préparée par la transition. Donc, il y a eu 2 lois de finances rectificatives pour prendre en compte un certain nombre d'aspects. En 2017, c'était encore le cas. Mais en 2018, il y a eu une seule loi de finances rectificative. Nous estimons qu'après un troisième budget, le gouvernement était quand même à mesure de maîtriser les prévisions pour qu'il n'y ait pas cette chute drastique entre les prévisions initiales et les prévisions rectifiées. Mouvements sociaux, conjoncture internationale et autres imprévus, les raisons avancées pour justifier les lois de finances rectificatives sont toujours plus ou moins objectives. Mais elles ne doivent pas occulter ce que l'on peut qualifier de vraies raisons de ces révisions budgétaires. Peut-être qu'un problème de planification dès le départ, une mauvaise manière d'identifier les besoins réels et les capacités de mobilisation réelle du pays, en tenant bien sûr compte de tous les facteurs internes et externes. Et sinon, on peut avoir une loi de finances rectificative qui consacre une révision à la baisse des recettes, mais pas une part aussi importante de recettes, parce que cette fois-ci, nous avons eu presque 13% de baisse de recettes entre la loi initiale et la loi rectificative. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 200 milliards de francs CFA en moins dans le budget. Et un des experts que nous avons interrogé aussi a mis le doigt sur une des raisons. C'est parce que nous manquons d'une véritable politique fiscale. Ensuite, le secteur informel n'est pas fiscalisé. Donc ça veut dire qu'il y a des pertes de recettes. Et enfin, il y a beaucoup d'exonérations accordées à des secteurs d'activité ou à des groupes d'acteurs qui contribuent un peu à éroder, bien sûr,
l'assiette fiscale. Il n'est pas encore question de loi de finances rectificative pour le budget exercice 2019, mais au regard du contexte, cela n'est pas à exclure. Actuellement, le gouvernement est sur pour plusieurs fronts avec les syndicats. Fonction publique hospitalière, il y a les enseignants, la négociation avec les enseignants. Dernièrement, il y a l'adoption des décrets pour la police. Il y a la remise à plat qui est là. Est-ce que ce budget-là a tenu compte de tous ces aspects-là? Mais vous remarquez que dans les documents de programmation, les mines qui sont citées ne sont même pas en construction. Donc ça veut dire que ça force déjà la base des prévisions. Le contexte socio-économique et sécuritaire contraint presque le gouvernement au réagissement budgétaire. Mais une réflexion d'ores et déjà autour de la question reste nécessaire, surtout quand on sait qu'à chaque loi de finances rectificative adoptée, la part des investissements est réduite. Les jeunes de la mission apostolique ont achevé hier dimanche à Ouagadougou leur convention nationale. Au terme de 72 heures d'enseignement, les voici déterminés à vivre juste par leur foi en Christ. Rémi Lambert-Nébier. La conviction, l'optimisme, la patience, la persévérance, tout est écrit dans le livre d'Habakkuk et comme une prophétie, ce livre était destiné à la jeunesse actuelle. Ces jeunes de l'église de la mission apostolique qui ont pu décortiquer durant 72 heures le message essentiel du thème de leur convention, le juste vivra par la foi, confessent désormais leur foi. Pas cette foi qui consiste à attendre tout de la providence, mais la foi qui les pousse à croire que Dieu a prédit de meilleurs lendemains pour eux et qu'il leur suffit juste d'essayer de les concrétiser. Le juste, c'est quelqu'un qui doit avoir la foi. La foi sans les œuvres est morte. J'ai retenu que le Seigneur a besoin que nous puissions poser des actes pour que lui aussi puisse se lever pour nous aider. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire juste le juste vivra par la foi. Moi, je m'engage de ne plus me larmoyer, de ne plus pleurer pour des sujets que Christ a déjà accomplis à la croix de Golgotha. À travers l'enseignement, l'orateur a développé la situation politique de l'époque d'Habakkuk et nous a fait savoir que nous aussi, parallèlement de notre vie actuelle, nous avons ces mêmes difficultés et nous devrons nous lever effectivement pour relever ces défis et avoir la foi comme Habakkuk l'a si bien dit. Nous devrons avoir effectivement la foi et à travers cet enseignement, j'ai pu vraiment retenir que nous, jeunes de la mission apostolique, nous devrons nous lever et œuvrer à travers notre foi et Dieu va nous bénir à travers ce que nous faisons. Un autre côté, ce qui m'a touché concernant les côtés de relations, et j'avais perdu l'espoir et je rends grâce à Dieu pour ça aussi. En dehors, les mots me manquent. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait. Ils m'ont réellement fait de grandes choses dont je suis contente. Au-delà de l'enseignement spirituel dispensé au cours de cette convention nationale, les participants ont été guidés vers le chemin de l'action par des modules de formation pratique. Ils ont reçu des enseignements, notamment une formation sur l'élevage de volailles. Et cette formation avait pour objectif de les amener à avoir des activités rémunératrices de revenus. Ensuite, il y a eu un enseignement sur l'incivisme. Comment le jeune chrétien doit se comporter pendant ces temps difficiles où il y a l'incivisme qui est croissant. Et nous avons vu que l'enseignement a permis à beaucoup de jeunes de s'engager fermement à lutter contre l'incivisme et à faire en sorte qu'à leur niveau, l'incivisme s'arrête. À l'unisson avec leurs aînés, ces jeunes de la mission apostolique du Burkina ont rendu grâce au Seigneur pour avoir reçu sa lumière, cette lumière qui éclairera désormais leur vie de jeunes. Lui aussi est jeune et pas question pour lui non plus de s'apitoyer sur son sort. Issu des quartiers précaires de la ville de Ouagadougou, Aruna Dabré, alias Dabros, se défend, comme on dit, à travers la musique. Le slam, il en a une parfaite maîtrise, tout comme la langue nationale morée. Il s'est fait connaître d'abord sur les réseaux sociaux avant de mettre sur le marché du disque son tout premier album intitulé Non Lotisène ou Le Jeune du Non Loti. Arsène Konditamde a suivi pour nous la présentation de l'œuvre. Les zones d'habitation spontanée, communément appelées non-lotis, des quartiers qui manquent pour la plupart d'infrastructures sociales de base.
Ouagadougou en compte plusieurs, dont Tabtenga, dans l'arrondissement 10 de la capitale burkinabé. Aruna Dabré dit Dabros y a vécu toute sa vie. Ce quartier est même devenu sa muse. Dans son premier album baptisé Non Lotisé, qui signifie le jeune des quartiers non lotis, l'artiste dessine le quotidien de ce quartier, son histoire et ses habitants. Tu es magnifique. Je me plais beaucoup plus avec ces personnes qui sont considérées comme de la basse classe de la société. C'est aussi pour montrer que dans la zone non lotie, il n'y a pas que misère, il n'y a pas que difficultés, il n'y a pas que pauvreté, il n'y a pas que mauvaises conditions de vie, il y a aussi de la vie. Voilà. Il y a aussi de la joie, du bonheur dans ce quartier non loti là. Non Lotisé n'est un album de 8 titres, entièrement slamé en langue nationale maori. On y retrouve 2 featuring, l'un avec Sa Majesté Askoy et l'autre avec Yanouri. Dans cet album coloré, Dabros y met du rythme, du texte engagé et des instruments du terroir. J'appelle ça tout un bazar parce que j'ai travaillé, je me suis laissé guider par mon inspiration. Donc vous allez voir du slam acoustique, a cappella, humoristique, de l'ambiance, voilà ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le slam. Donc j'ai traité des thèmes engagés, voilà, des thèmes aussi qui appellent les jeunes à repartir aux sources parce qu'il y a plein de choses à apprendre dans la case de grand-père. Dabros est un artiste singulier, il réussit l'exploit de faire du slam en maori. Il décrit le quartier dont il est originaire sur un ton humoristique propre à lui. Alif Naba, son parrain artistique, est séduit. C'est la première fois que le slam il est dessiné comme ça, avec des images, avec des rimes. C'est fait de sorte qu'il n'y a aucun complexe. C'est un slam qui touche tous les autres et qui même, je dirais, bat les autres manières de faire le slam dans toutes les langues. Parce qu'elle met la beauté de la langue morée et puis elle met en plus la beauté le non complexe qu'il a aussi de présenter ce quartier non loti, qui est un quartier où, comme il le dit lui-même, où il n'y a pas que ce qui est mauvais. Non Lotisé est un album qui interpelle tout le monde à changer de regard vis-à-vis de ces quartiers et travailler à l'amélioration des conditions de vie des milliers de gens qui y vivent. Cet opus, au-delà des mots qu'il dénonce, est un bel hommage à la langue nationale maori que l'auteur manie avec beaucoup d'aisance. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Sur cette pensée du pape Jean-Paul II, je vous dis merci et à demain pour une nouvelle session du 19h30. Bonsoir chez vous.